bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous d'être venus encore une fois nombreux pour la reprise de la saison des conversations au carré. Comme d'habitude, beaucoup de public fidèle. Nos partenaires également sont là, je les en remercie, l'espace culturel Leclerc et puis bien évidemment la médiathèque qui est là également. Comment définir les livres de Valérie Tonkiang? Alors moi j'aurais deux mots, émotion et délicatesse. J'ai eu la chance de lire plusieurs de vos livres et en fait à chaque fois j'essaie de trouver le fil conducteur, c'est l'émotion et c'est la psychologie des personnages. C'est très fin, très bien écrit et ça donne vraiment envie d'en lire d'autres. Donc, j'ai hâte de vous entendre et voir ce rapport à l'écriture. Beaucoup de finesse, une plongée dans l'inconscient et le conscient des personnages, quels que soient les âges, quelles que soient les périodes, que vous décrivez avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de travail aussi, je suppose, parce que quand on écrit un livre historique, il y a beaucoup de recherche derrière. Voilà. En tout cas, voilà, une nouvelle saison qui s'amorce extrêmement bien. Avec une femme, en plus, merci Olivier, parce qu'on est un petit peu en manque d'auteur féminine. Donc, merci. Et donc, je suis ravie, Olivier, bien sûr, de t'accueillir. Nous sommes ravis de t'accueillir ici pour cette conversation qui commence maintenant. Merci. Merci beaucoup. Merci à Vanessa Dumas, à Vaccaro, adjointe au maire, en charge des affaires culturelles et fidèle parmi les fidèles de ces conversations au carré. Un salut plus que presque amical, s'il m'y autorise, à monsieur le maire qui nous a rejoint, Jacques Mangon, pour à sa fidélité qui ne s'est jamais démentie envers ces rencontres, et la confiance dont il m'honore et dont vous m'honorez tous. D'abord les gens qui sont autour de ces conversations, qui, vous le savez, ne sont pas que de mon fait. Je songe par exemple à l'espace culturel Leclerc, fidèle parmi les fidèles, avec un clin d'œil à la transmission heureuse entre Monsieur le Vieux et son fils, qui je crois est ici ce soir, et que je salue tout particulièrement, ainsi bien entendu que toute l'équipe de libraires de l'espace culturel et son responsable, sa responsable. Un remerciement également qui n'est pas que de politesse pour le travail accompli lors de chacune de ces réunions par la médiathèque de Saint-Médard-en-Jalles, travail dont la qualité n'est plus à démontrer. Je suis très content, encore heureux, je suis très content de recevoir Valérie Tonkiang pour ouvrir cette 5e saison déjà, le temps passe vite, des conversations au carré. Parce que Valérie Tonkiang est quelqu'un que je suis depuis longtemps. On s'est à peine croisés il y a 20 ans de cela, dans des circonstances tout à fait différentes. C'était déjà pour présenter un livre, mais c'était pas du tout dans un contexte aussi agréable que celui d'aujourd'hui. Et puis on s'est perdu de vue, mais on ne s'est pas perdu de lire. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas perdu le goût de vous lire. Alors, je n'ai pas la prétention d'être un exégète total de votre œuvre, ça ne serait pas vrai. Surtout que vous êtes, et c'est pas un reproche, c'est au contraire un compliment assez prolixe. Mais on sent que c'est établi peu à peu, et c'est pour ça que je parlais de notre première rencontre, c'était à l'occasion de votre premier roman, c'était il y a un certain temps déjà, sans être désobligeant. On sent que s'établit peu à peu, j'allais dire, une machinerie romanesque qui est de plus en plus efficace, et dans ma bouche c'est un compliment, de plus en plus arrivée à maturité, et qui rencontre de plus en plus souvent ses lecteurs. Votre nombre ce soir en témoigne, comme en témoigne le très très grand succès par exemple de votre précédent livre, Par amour, qui est bien entendu disponible, comme
beaucoup de vos autres livres en édition de poche, l'Espace culturel Leclerc qui fait toujours très bien les choses, a amené un choix assez divers. Vous venez de publier aux excellentes éditions Jean-Claude Lattès Les guerres intérieures, qui est un des livres dont on parle en cette rentrée. Je dis un des livres dont on parle, c'est vrai que c'est toute l'ironie de la chose. Il y a, je ne sais pas combien, 560 livres. Finalement, on se retrouve à en parler d'une vingtaine. Vous faites partie de cette vingtaine, c'est déjà très bien. J'ai envie, on va commencer par le livre si vous voulez bien, on va parler des autres aussi, on va parler de votre propre rapport à la lecture et à l'écriture, c'est le principe de ces rencontres, mais j'aimerais qu'on commence par le commencement. C'est-à-dire le récit de Genèse, en vous remerciant d'avoir accepté d'être notre premier invité cette année. Comment ça naît un livre comme ça? Quelle a été l'étincelle, peut-être un peu claudélienne derrière un pilier de Notre-Dame, avant qu'il n'y ait plus de pilier, qui peut faire naître un livre comme ça? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'étincelle? Les choses se font de manière beaucoup plus diffuse. Alors, avant de vous répondre, j'aimerais saluer la salle. Merci beaucoup à toutes et tous de votre présence ce soir, qui me touche beaucoup. Merci beaucoup Olivier aussi pour cette présentation et pour cette invitation. Je suis très honorée d'ouvrir cette nouvelle saison et je suis très heureuse, donc merci de votre confiance. Alors pour ce qui concerne les guerres intérieures, figurez-vous qu'il y a vraiment là pour le coup un point de départ très particulier et il s'agit de l'agression de mon propre fils. Mon fils a été agressé dans mon immeuble, dans le hall de l'immeuble. Il avait une douzaine d'années. Un voisin est passé et il n'est pas intervenu. Il a passé son chemin, il a fait semblant de ne rien voir. Et aussitôt, j'ai su que j'écrirais un jour sur ce sujet, c'est-à-dire très largement sur la lâcheté ordinaire, en fait, le courage, et puis tout ce que ça pouvait entraîner et les conséquences qui pouvaient découler de ce type d'événement et de ce type de choix. Mais je n'ai pas écrit tout de suite et je savais qu'il faudrait attendre un certain temps, donc ça a été plusieurs années, parce que j'étais dans la colère sur le moment et que je pressentais qu'il fallait d'abord que je comprenne quelque chose de tout ça. Parce que cet homme, dans le fond, je ne le connaissais pas très très bien, mais enfin je le croisais régulièrement dans l'ascenseur, et suffisamment pour que je ressente qu'il était ni meilleur ni moins bien que moi, et que donc voilà, c'était mon congénère. Donc si lui s'était comporté comme ça, peut-être que moi aussi je pouvais me comporter comme ça, peut-être qu'on pouvait tous se comporter comme ça. Donc il a fallu que je réfléchisse vraiment longuement à cette question pour, à un moment, et donc c'était l'année dernière, comprendre que je pouvais avancer sur ce sujet sans jugement. Et j'allais pouvoir rentrer plus profondément dans le sujet. Donc ça a été ça. Donc bien sûr, oui, pour le coup, celui-ci, il y a eu une étincelle. Et la clé de cette compréhension, c'est quoi? Les personnages, peut-être? Pax? Parce qu'on va en parler. Oui, oui, c'est ça. En fait, ça a été... il a fallu que je reconstitue donc Alors, c'est pas l'histoire de mon fils que je raconte. J'ai extrapolé. Et heureusement d'ailleurs, parce que dans les guerres intérieures, l'agression est vraiment très violente. Alors, ça l'était moins dans le cas de mon histoire. Mais donc, peut-être qu'il faut le dire en deux mots. L'histoire est donc celle d'un homme qui est un comédien d'une cinquantaine d'années, qui est assez frustré parce qu'il connaît un certain succès à la télévision, dans des séries populaires de qualité, mais qui ne bénéficie pas d'une reconnaissance, enfin celle qu'il estime méritée, en tout cas.
Et donc, il n'est pas très heureux, cet homme-là. Et puis voilà que son téléphone sonne et que ce coup de fil qu'il n'attendait plus donc, arrive, celui de son agent, qui lui dit qu'un réalisateur très connu est de passage en ville. C'est un réalisateur américain et il vient tourner à Paris. Il prépare son tournage. Il a décidé de rajouter un petit rôle, certes, mais il a pensé à ce comédien qui s'appelle Pax Monnier, nom d'emprunt. Mais il a un quart d'heure pour le voir. Donc aussitôt, cet homme va lâcher tout ce qu'il est en train de faire parce qu'il va voir la chance de sa vie passer devant lui. Il va retourner chez lui pour se changer, va entendre des bruits suspects qui pourraient venir de l'étage supérieur alors qu'il enfile sa veste. Mais voilà, dans la balance, il y a cette chance, ce jour-là, cet appel-là. Et donc il va se persuader que c'est rien d'important, il va se rendre à son rendez-vous. Et à son retour, il va apprendre qu'un jeune homme, un jeune étudiant de 19 ans, a été très sauvagement agressé. Donc, en entrant, donc j'ai reconstitué cette situation-là. Évidemment, ce garçon, ce jeune homme qui est agressé très violemment, il a aussi une famille, donc sa mère va aussi entrer en jeu. À travers ces personnages, en effet, j'ai pu commencer à questionner ce qui s'était produit des années avant dans ma propre vie. Et là, la culpabilité, en fait, m'est apparue comme très différente. Enfin, avant la culpabilité, il y a eu la lâcheté. Je devrais commencer dans cet ordre-là, parce que sinon ça ne va peut-être pas être très clair. La lâcheté, bon, je me suis posé cette question qui était en couverture du Point la semaine dernière, sommes-nous tous des lâches ? Et j'ai réalisé que la réponse était oui, en fait. On est tous, à un moment donné, appelés à commettre des actes de lâcheté ordinaire. Alors avec, en fait, ordinaire ou parfois extraordinaire, mais la plupart du temps ordinaire. Ça peut être cette personne qu'on ne va pas aider à monter sa valise dans l'escalier de la gare parce qu'on est trop pressé. Ça peut être ce coup de fil d'un ami dépressif qu'on va pas prendre parce qu'on n'a pas le courage d'écouter ses ressassements ce jour-là. Ça peut être tout un tas de choses. Mais oui, des moments où on détourne le regard, on passe notre chemin, où on repousse de la main. En fait, on en connaît tous tout au long de notre existence. Mais d'un autre côté, on est aussi amenés tous à commettre des actes. Je parle de lâcheté, on pourrait dire que c'est des moments de faiblesse aussi, hein, ça peut être une discussion. Mais à l'inverse, on est aussi, nous, les mêmes personnes, capables de belles choses, d'actes inattendus, de prendre position, de bouger pour l'autre, etc. En fait, quand j'ai commencé à saisir l'universalité de ce comportement très humain, je me suis dit, il faut que je comprenne quand même c'est quoi le moteur derrière tout ça, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on agit comme ça probablement c'est un comportement qui existe depuis que l'homme est homme, puisque voilà, c'est un comportement de protection, on se protège, on protège nos intérêts, on fait peut-être un calcul très rapide de ce qu'on risque, de ce qu'on peut obtenir dans une situation donnée. Mais alors que je réfléchissais à tout ça, il m'est apparu que l'époque dans laquelle on vivait, depuis quelque temps, je dirais depuis une vingtaine d'années, 10, 20 ans, influait considérablement sur nos comportements et donc sur nos choix, et particulièrement sur nos choix dans ce type de contexte. C'est-à-dire qu'on est dans une époque en fait où tout change très vite. Il n'y a plus de repères. Alors c'est une phrase qu'on entend souvent, mais elle est particulièrement vraie pour, en tout cas, la génération des adultes aujourd'hui et des gens plus âgés. Il y a une accélération de la technologie et une accélération de l'information aussi d'ailleurs, qui font que on ne sait pas du tout à quoi ressemblera le monde. Alors, souvent on dit dans 10 ans, mais en fait on ne sait pas à quoi il ressemblera dans 2 ans, peut-être qu'on ne sait même pas à quoi il ressemblera demain. Est-ce que le métier qu'on exerce existera toujours dans 2 ans ?
Pas sûr. Voilà. Comment est-ce qu'on pourra guérir ou pas? Pas sûr. Enfin, il y a beaucoup de choses dont on ne sait plus rien, alors qu'il y a encore quelques années, on était dans des existences très balisées, où la plupart d'entre nous, on entrait dans un métier, et dans une entreprise, et puis on allait parcourir comme ça 30 ans. Voilà. Tout ça, tout d'un coup, se renverse, s'inverse. La question de l'information, de l'image vient centralement tout bousculer, puisque en plus on est exposé, on s'expose nous-mêmes aussi, et tout ça en fait génère un grand sentiment d'incertitude et beaucoup de peur, qui sont souvent logés à des niveaux inconscients. Évidemment, on ne se lève pas le matin en se disant fort heureusement, j'ai peur. Mais n'empêche qu'on a peur de ne pas être à la hauteur, peur de perdre son job, peur de ne pas savoir quoi faire, peur de mal faire, de mal dire. Aujourd'hui, on a même ça, même parfois, je pourrais presque dire peur de mal penser, je pense au politiquement correct. Bref, on ne sait plus trop comment avancer dans la vie, et tout ça, ça fait de nous des êtres plus vulnérables au stress, plus vulnérables enfin, plus vulnérables. Disons que ça va nourrir notre individualisme et notre besoin de nous protéger. Et je crois que vraiment cette époque-là, qui est celle donc, que vivent de plein fouet les principaux personnages, puisqu'ils ont chacun une quarantaine ou une cinquantaine d'années selon le cas, et ben ça va nourrir leur comportement, leurs attitudes, ça va influer sur leurs choix. Et donc Pax Monnier, et ben quand il a la chance de sa vie qui passe à portée de main, dans ce monde-là, dans cette époque-là, et ben, instantanément, il va décider de privilégier son avenir, sa carrière, sa survie, etc. Et il ne va pas penser au reste. L'autre observation que j'ai pu faire, je me suis dit, mais quand même, comment on fait pour détourner le regard, comme ça, puis finalement on se sent bien, je veux dire, ça prend quelques secondes dans nos vies, mais après on vit avec ça, on s'en accommode. J'ai pensé que souvent on n'avait pas à affronter les conséquences de nos choix. Souvent on passe notre chemin, qu'est-ce qui va se passer dans la vie des autres? On n'en sait rien, donc on vit très bien avec ça. Et justement Pax Monnier, lui, il va devoir affronter les conséquences de son choix. J'ai pensé ça, j'ai pensé aux voisins qui n'étaient pas intervenus dans le cas de mon fils, et je me disais, mais qu'est-ce qu'il peut ressentir cet homme quand même, à chaque fois qu'il le croise, à chaque fois parce que c'est ça, c'est quand on est face à notre décision, c'est plus du tout la même histoire. Quand on est face à nous-mêmes, du coup, à ce qu'on a fait. Et c'est là qui est arrivé, c'est là que la réflexion, finalement, m'a emmenée sur le chemin de la culpabilité. Là, j'ai pensé, donc il faut réfléchir à ça aussi. Ça donne quoi la culpabilité dans une vie? Parce que finalement, on est tous coupables. On porte tous en nous des sujets de culpabilité, plus ou moins grands, là aussi, puisqu'on a tous été faibles ou lâches, ou parfois, simplement, on n'a pas su faire certains choix, mais bon. En tout cas, on porte tous, à un moment ou à un autre, la culpabilité en nous. Et souvent, on dit la culpabilité, il faut s'en débarrasser, c'est quelque chose de très négatif, de très sombre. Alors j'ai essayé de pencher plus profondément sur ce sujet. Et je suis allée même jusqu'à lire des travaux de chercheurs en sciences comportementales, très sérieux, qui, là, tout d'un coup, soulèvent un voile et me montrent que, en fait, la culpabilité est un moteur extrêmement vertueux
et surtout un sentiment sans lequel l'humanité s'effondrerait. Pourquoi? Eh bien parce que le fait de se sentir coupable nous change instantanément, même sans qu'on en ait conscience. On sent cette culpabilité et que nous dit notre inconscient, enfin, ou peut-être conscient parfois, mais qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, tu peux pas te regarder le matin et penser que tu es la même personne que celle qui se reproche quelque chose. Donc, on évolue, on change, on grandit, on s'élève. En fait, on va s'améliorer. On va s'améliorer, d'une part, et d'autre part, on va compenser. Et c'est ce qu'observaient ces chercheurs, c'est que c'est un mécanisme absolument merveilleux. C'est-à-dire que ce matin, vous avez détourné la tête, mais quelque part, ça, c'est en vous. Ça s'imprime. Et parce que ça s'imprime, tout à l'heure, ou demain, ou dans 2 mois, ou dans 2 ans, vous allez être dans une situation où là, vous allez avoir un acte de courage ou un acte de générosité, mais en tout cas, vous allez pouvoir réparer. C'est-à-dire que c'est comme si, face à l'équilibre du monde que vous avez un peu entamé en ayant cet acte qui n'était pas juste ou pas approprié, eh bien, vous savez que vous êtes en dette, et à un moment donné, vous allez compenser. Et voilà comment j'ai découvert cet aspect-là. Et donc, c'est ces thématiques-là que j'ai observées. Alors, docteur, c'est bien tout ça, mais il faut en faire un roman aussi. Il faut construire tout ça autour de personnages qui sont particulièrement bien dessinés. Donc, 3 personnages, vous m'arrêtez si... Il y a ce Pax Monnier, qui est un acteur qui s'en sort plus ou moins, mais qui n'est pas... C'est ça, plus ou moins. Et qui d'ailleurs, pour améliorer l'ordinaire, peut être amené à intervenir dans le cadre d'une boîte, en entreprise, pour des facteurs comportementels. Oui, c'est des formations, ça se fait de plus en plus. Ouais. Aujourd'hui, c'est les formations d'entreprise par le théâtre. Donc on utilise les comédiens pour mettre en scène ou pour faire des jeux de rôle, et donc c'est quelque chose qui se développe. Et donc il fait ça effectivement pour boucler ses fins de mois. Il va rencontrer dans ce cadre-là une femme qui s'appelle Amy, qui est un petit peu plus jeune que lui, mais qui n'est pas une jeune femme, qui est une femme de... Oui, elle a 44 ans. Voilà, donc c'est une jeune femme, c'est ce que je voulais dire, mais voilà. Pas une adolescente, je veux dire. Et puis il y a le 3e personnage, qui est le personnage de la victime, Alexis, dont on pendant longtemps ne va pas connaître le sort, puis qui quand même va finir par intervenir peu à peu dans le récit. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait penser que... il y a plein de trucs qui sont intéressants dans votre livre, je vous rassure, mais je pense à 2. La première, je vais faire les 2 ensemble, si vous me permettez, parce que c'est un peu lié. La première, c'est que ce livre s'appelle « Les guerres intérieures ». Et ce qu'on a compris de ce que vous me dites, c'est qu'on pourrait penser que c'est la guerre intérieure de ce comédien qui n'a pas estimé nécessaire de réagir à ces bruits de lutte, ou qui n'a pas voulu comprendre que c'était des bruits de lutte. Donc ce Pax Monnier qui a fait preuve d'une espèce de lâcheté ordinaire dont les conséquences sont graves. Or, chaque personnage, chacun de ces 3 personnages ont chacun, on ne va pas rentrer nécessairement dans les détails, mais peut-être vous ai-je mal lu, ont chacun leurs guerres intérieures. Et la deuxième chose, c'est que votre livre, fondamentalement, vous allez m'excuser, mais fondamentalement casse-gueule, à cause du risque terrible de la psychologie, ou d'une approche excessivement psychologisante. La psychologie, il y en a, bien entendu, mais d'une approche excessivement psychologisante des personnages. Or, vous parvenez à nous faire sortir leurs ressacs intérieurs, sans passer par là, par des explications à la psychologie, parfois un peu lourdes, et qui relèvent plus du mauvais roman que de la littérature.
Alors, sur les guerres intérieures, oui, en effet, c'est pour ça que le titre est au pluriel. En fait, ils ont chacun leurs guerres intérieures. Donc, Pax Monnier, on a compris quelle est sa guerre, qui va se démultiplier, mais je ne vais peut-être pas en dire plus parce que ça va s'aggraver. C'est comme quand on met le bras dans la machine. Plus ça va aller, plus le temps va passer, plus il va devoir affronter les conséquences. Mais ensuite, il y a donc ce garçon, et ce garçon, sa guerre intérieure, elle est avant tout celle de la vie, en fait. Il doit trouver une nouvelle raison de vivre quand on a 19 ans. Bon, la plupart du temps, sauf exception, on n'a pas encore affronté les épreuves de la vie, donc on est très vulnérable. Sa vie c'est un étudiant sans histoire, sa vie lui semblait toute tracée, il est étudiant en classe préparatoire, il prépare des concours, c'est un bon élève, il a aucun... il a une vie très tranquille, on va dire, et il rêve de devenir pilote d'avion, et puis voilà qu'il est agressé, une agression de violence qu'on va analyser très vite comme une violence gratuite, parce qu'on ne trouve pas de mobile, et qui le laisse grièvement blessé. Donc, tous ces projets s'arrêtent instantanément. Donc, comment se relever de ça? Comment trouver à nouveau le désir de vivre? Et comment, surtout, accepter, changer sa vision du monde? Parce que là, il vient d'une vision du monde quand même où le monde... je ne veux pas dire que c'est celle qu'on raconte dans les histoires du soir aux petits-enfants, mais il a 19 ans, donc il a quand même dépassé ça, mais malgré tout, il est encore à ce stade de sa vie où il pense que le monde est quand même assez organisé, qu'on reçoit ce qu'on mérite, qu'il y a une justice, etc. Et là, tout d'un coup, il lui apparaît un nouveau monde qui est désorganisé, injuste, etc. Et il éprouve une culpabilité aussi, c'est de peut-être avoir fait quelque chose, parce que ça c'est vraiment un grand trait chez les gens qui sont victimes, quelle que soit la violence dont ils sont victimes, c'est qu'ils ont tendance à se sentir coupables, à penser que c'est de leur faute. Et puis il y a la mère d'Alexis, et elle est aussi elle poursuit plusieurs guerres intérieures, mais qui sont liées. La première, c'est sa guerre de mère. Et cette guerre-là, elle est assez douloureuse, évidemment parce que c'est de son fils dont il s'agit, mais il faut savoir que c'est une femme qui a longtemps cherché sa place. Elle est issue d'une double culture, française et japonaise. Elle est aussi l'enfant d'un couple très fusionnel, très puissant, en forte personnalité, donc elle a eu du mal aussi à exister à l'ombre de ses parents. Et finalement, elle a réussi à débuter, à construire son histoire personnelle, à baliser sa vie à partir du moment où elle est devenue mère. Donc, son lien à son fils est extrêmement étroit. Évidemment, on comprend bien que quand son fils chute, il entraîne avec lui aussi sa mère. Mais en plus, elle éprouve de la culpabilité parce que c'est elle qui a choisi Elle est aussi très engagée dans sa vie professionnelle. Et alors, elle est aussi engagée dans sa vie professionnelle. Elle est responsable des risques psychosociaux en entreprise. Donc, là, on revient à l'époque dont je parlais tout à l'heure, une spécialité qui n'existait pas il y a encore quelques années, mais il a bien fallu la créer. Donc maintenant, c'est une obligation dans les entreprises. Et donc, elle est là pour s'assurer du bien-être et de la sécurité des ouvriers, des employés, tant sur le plan psychologique que matériel. Or, elle est tellement emportée par la tragédie qui va toucher son fils, qu'elle ne regarde plus suffisamment autour d'elle, et donc elle ne travaille. Elle ne voit pas que près d'elle, un des employés va mal, il va même très mal, parce qu'après 30 ans de bons et loyaux services, l'entreprise lui demande de partir. Parce qu'il ne sait pas se réadapter, etc. Enfin bon, bref. Et donc, elle n'a pas vu ça. Et cet homme a un accident. Un accident au volant de son camion, parce que c'est une entreprise de déménagement. Et elle va
être persuadée très vite qu'en fait c'est pas un accident et que c'est un suicide. Donc elle est aussi dans cette guerre intérieure, à la fois sur le terrain professionnel, mais liée au terrain personnel où elle est aussi très fragilisée. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, elle éprouve en plus la culpabilité d'être celle qui a choisi l'appartement. C'est elle qui a poussé son fils à s'installer dans cet endroit, parce qu'elle habite en banlieue. Elle a pensé qu'il serait mieux, il serait à côté de son lycée, il pourrait plus facilement travailler, etc. Donc, effectivement, on a 3 personnes qui sont toutes aux prises avec à la fois leur conscience, leur désir de vivre, qui est quand même mis à mal, et qui vont devoir compter les unes sur les autres, en fait, pour avancer. Pour ce qui concerne la psychologie. Oui, bah pour ce qui concerne la psychologie, c'est vrai que c'était le danger, parce que moi j'aime vraiment, après c'est mon terrain d'observation, j'aime explorer l'âme humaine, j'aime comprendre comment les gens chutent et comment ils se relèvent, et pourquoi, et voilà, et tout ce qui j'aime aussi regarder l'époque, mais j'aime regarder comment nous, les êtres humains, en fait, on fait pour vivre. Comment on s'en sort, et voilà, nos moteurs. Donc c'est vrai que c'est un danger toujours qui guette, mais je pense que la réponse, c'est que je suis entrée, je crois, très profondément dans ces personnages, qui sont devenus un peu comme les membres d'une famille pour moi, et qu'ils vivent beaucoup d'interactions, et donc ils vivent aussi des... Donc, je sais pas quoi, enfin, c'est une question qui est difficile parce que finalement c'est plutôt le lecteur qui peut y répondre peut-être. Mais justement, ouais. Vous laissez le soin au lecteur de faire son boulot de lecteur, c'est ça que j'entends. Ah oui, non, c'est ça. Et de ne pas tout lui expliquer. Et non. Non, mais plutôt de se faire une idée en montrant, voilà, et justement, je le prends à témoin d'ailleurs, ce lecteur, je lui montre comment les choses arrivent, je lui montre ce que ces personnages, ces gens ont en main comme carte ou pas pour répondre, et puis après au lecteur effectivement de faire le reste. Absolument. Alors, le temps passe très vite, là je vois, beaucoup trop vite. J'ai dit tout à l'heure qu'on s'était rencontrés pour votre premier roman. Je sais pas quel est... C'était Big. Ouais. Ah, c'est ça, Big, ouais. Oui, je me souviens très bien. Je sais pas, c'est peut-être votre 10e roman ou... Le 12e. 12e déjà. Alors, ça m'amène à plusieurs questions. D'abord, est-ce que vous avez l'impression d'un chemin? C'est-à-dire, est-ce que, sans parler de l'anecdote, pardon pour le terme anecdote, personnelle, qui a donné naissance à ce livre et qui a nécessité que vous preniez un peu de recul et de temps pour l'écrire, ce que chacun comprendra, est-ce que vous auriez pu, il y a 5 ans, il y a 10 ans, écrire ce livre-là? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes dans un cheminement romanesque? Moi, j'ai vraiment l'impression, ces derniers temps, pour vous avoir suivi, que oui, effectivement, il y a un cheminement romanesque, il y a une humanité, il y a quelque chose qui est à la fois proche du réalisme social, mais sans l'être à l'excès, enfin qu'il y a effectivement une œuvre qui évolue de manière graduelle, et par exemple, ce livre n'a absolument rien à voir avec le précédent, si on les résume. Oui. Et pourtant moi j'y vois des cousinages très forts. Oui, alors oui, j'ai l'impression moi aussi ce sentiment d'une évolution, et heureusement d'ailleurs, parce que je pense que c'est ça qui permet d'avancer, de continuer ce travail d'écriture. J'ai le sentiment que quelque chose s'étoffe, que ma vision du monde s'étoffe évidemment d'année en année. Ma compréhension du monde s'étoffe. J'ai commencé, quand j'ai écrit mon premier roman, je pense qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais encore, que je n'avais pas compris, que j'ai comprises aujourd'hui. Mais attention, je pense que j'ai pas fini.
le chemin est encore long et qu'on apprend sans cesse, hein, bien évidemment, mais et finalement, je crois que plus le temps passe, plus j'intègre dans mon écriture cette nouvelle appréhension du monde et compréhension du monde et toutes ces réflexions et toutes ces observations qui le nourrissent et qui font que, j'espère d'ailleurs, mon regard est peut-être plus juste, voilà, va plus en profondeur. Et puis l'écriture aussi, je pense, se nourrit, à la fois se nourrit et probablement se libère, parce que je pense que quand on débute, peut-être qu'on ne s'autorise pas tout. Et aujourd'hui, je pense que je suis beaucoup plus libre, enfin, je m'autorise beaucoup plus de liberté. En fait, je ne me censure pas. Alors, il y a aussi autre chose, c'est qu'on parlait à l'instant tous les deux de la place laissée au lecteur. Bon, vous n'avez jamais été à plaindre, hein, mais le lectorat est de plus en plus important. Et ça aussi, j'imagine que ça contribue à votre évolution. Non pas pour faire plaisir au lecteur, mais dans un esprit d'échange que j'imagine assez passionnant. Alors oui, il y a ça tout à fait, et ce d'autant que, comme vous le disiez, il y a quand même un fil rouge, et donc, je le disais aussi à l'instant, c'est cette exploration un peu de l'âme humaine et des chemins qu'on prend les uns et les autres, et des liens qu'on crée les uns avec les autres. Bon, ça c'est vraiment ce qui me fascine. Mais comme c'est des sujets qui nous touchent tous, ça soulève aussi, ça déclenche aussi beaucoup d'échanges, de témoignages. D'ailleurs, depuis quelque temps, enfin, le précédent livre a déclenché énormément de témoignages par amour. Bon, alors c'est un livre qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est assez particulier, parce que là, ça a déclenché vraiment des témoignages on se souvient de ce qu'on a vécu, ou de ce que nos parents ou nos grands-parents ont vécu, etc. Mais même pour les autres romans, et je le vois encore avec les guerres intérieures, les lecteurs qui sont en effet maintenant quand même nombreux, et qui s'autorisent aussi plus facilement maintenant l'échange, parce que ça a beaucoup changé en quelques années, viennent apporter leurs propres histoires, leurs propres ressentis, parfois leur propre lecture, et c'est assez intéressant et très enrichissant de voir que parfois certains lecteurs ont des lectures très différentes et des analyses très différentes d'un livre, et particulièrement d'un personnage. Et donc tout ça, c'est un matériau extrêmement précieux. Et oui, j'ai la chance de faire partie de ces auteurs qui, bon, non seulement ont de nombreux lecteurs, mais en plus les rencontrent pas mal, parce que je me déplace beaucoup. Ça, c'est beaucoup grâce aux libraires hein, aussi. Donc les libraires m'invitent, donc je rencontre les lecteurs, et là, je me retrouve dépositaire de beaucoup de... En fait, c'est comme si la peinture du monde se complétait grâce aux petites touches que chacun vont apporter les uns après les autres. Donc ça, c'est extrêmement précieux. Vous avez toujours su que vous seriez romancière? Alors pas du tout. En fait, j'ai toujours voulu... Enfin, j'ai toujours aimé écrire. Enfin, j'ai toujours eu besoin d'écrire, plus exactement. Et vraiment, dès que j'ai su tenir un crayon, et c'est pas une expression, parce que vraiment, j'ai commencé à écrire comme je pouvais, hein, bien sûr, mais très jeune. L'écriture était pour moi peut-être la seule possibilité d'expression. Je pense que je ne savais pas comment dire autrement et oralement, en particulier, ce qui me questionnait, ce qui me tenait à cœur, ce qui me pesait sur le cœur, etc. Et donc, très très jeune, j'ai commencé à écrire, et évidemment, ça s'est passé par toutes les phases qu'on peut imaginer, hein, c'est-à-dire des bribes des bribes d'écriture, des petits poèmes, un journal intime, des lettres, j'en ai écrites dont je n'envoyais même peut-être pas 1 sur 100, hein, mais bon, enfin, je veux dire ça, j'ai écrit beaucoup de lettres qui ont terminé dans la poubelle.
Voilà, et puis à un moment donné, ça devient des nouvelles, et puis à un moment donné, on franchit le pas d'un roman, mais même à ce stade, je n'avais pas du tout, je ne me projetais pas en tant que romancière. Et je pense que tout simplement, j'avais une telle admiration pour les écrivains que je ne pouvais pas imaginer en faire partie. Pour moi, c'était forcément voilà, impossible. Mais quels écrivains, justement, qui vous a, pas bloqué, mais quelles étaient-elles ces admirations initiales? Alors, il y a ceux qui m'ont bloqué, il y a ceux qui m'ont débloqué. Voilà. Parce que, alors, ceux qui m'ont bloqué, c'est que très jeune, j'ai lu grâce notamment à ma grand-mère maternelle. Alors, mes grands-parents maternels, étaient originaires du Havre, donc je me suis inspirée de leur histoire pour écrire Par amour. Vraiment d'un milieu très, 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 très modeste. Mon arrière-grand-père était allumeur de bec de gaz, pour vous donner une idée. Mon grand-père était allumeur de bec de gaz. Voilà, mon grand-père était docker, puis marin, puis docker, puis ensuite concierge d'école. Mais alors, il faisait partie de ces gens qui étaient tombés amoureux des livres. Et donc, chez mes grands-parents, et très soignés par ma grand-mère, il y avait des étagères entières de collections bon marché des grands auteurs, ce qu'elle appelait les grands auteurs, les grands écrivains. Donc Balzac, je sais pas, Victor Hugo, Émile Zola. Donc je les ai lus très très tôt. Quand je suis entrée au collège, j'avais lu avant les autres, parce que je passais mes vacances là-bas et que je dormais dans cette pièce où il y avait tous ces livres. Ma grand-mère m'en avait parlé, et donc je suis vraiment tombée en amour avec ces auteurs-là. Donc évidemment des auteurs très classiques, et qui dit auteur classique dit langage, langue, disons, sophistiqué, voilà, dit lyrisme souvent, dit bon. Et donc tout ça, ça me paraissait, moi, de la petite fille que j'étais, c'était pour moi quelque chose, ça le rendait inaccessible. Alors, ajouté évidemment à l'admiration folle que mes grands-parents avaient pour ces auteurs. Et puis, ce qui s'est passé, alors ça m'a néanmoins pas aidé à me penser, ça n'a pas déclenché, je me suis pas dit je vais être écrivain, je vais être publié un jour, pour autant, mais en tout cas c'est ce qui m'a permis de passer à la fiction, donc d'aller vers la nouvelle et vers le roman ensuite. C'est des auteurs comme Romain Gary, enfin plus exactement Émile Ajar dans La vie de François, que j'ai lu au collège, et des auteurs américains comme Steinbeck, quand j'ai lu Des souris et des hommes par exemple, ou Faulkner, donc des auteurs qui soudain employaient une langue différente parce qu'ils incarnaient soit un milieu populaire, donc ils faisaient parler des personnages d'un milieu très populaire ou des simples d'esprit. Et brutalement, je découvrais que ce qui faisait la force d'un texte n'était pas l'emploi de la maîtrise du subjonctif, mais quelque chose de beaucoup plus difficile à expliquer, mais qui avait à voir avec les tripes, enfin une force, quelque chose, un territoire. Et ça, en fait, ça a complètement modifié ma vision. Et là, là, je me suis projetée, en tout cas, j'ai commencé à écrire mon premier roman et avant ça des nouvelles, grâce à ces auteurs-là. Parce que je me suis dit, en fait, oui, la force d'un texte, c'est sa voix, c'est la voix qu'il porte. Il doit être traversé par une voix, et cette voix-là doit être unique, doit nous toucher de manière singulière, mais c'est ça qui fait la force, et ça peut être... on n'a pas un impératif de lyrisme, voilà. C'est comme ça que ça a démarré. Alors, l'an dernier, pour ouvrir la 4e saison, à l'époque des Conversations au carré, nous recevions Oliviane Lamberterie, qui, pour son très beau premier livre,
qui justement avait été amenée à dire tout le bien qu'elle pense, et qui le dit régulièrement d'ailleurs, de vos livres, et qui, comme chacun sait, est une grande lectrice de choses contemporaines. Donc j'ai envie de vous demander, et aujourd'hui, qui vous accompagne? J'ai presque envie de m'autoriser une indiscrétion, oui. Qui, comme toutes les indiscrétions, vous êtes à Bordeaux ce soir, vous repartez très tôt demain matin à Paris, donc peut-être vous n'aurez pas le temps de lire, mais qu'est-ce que vous avez amené avec vous? Quel livre avez-vous amené avec vous dans votre bagage? Et au-delà, quels auteurs contemporains vous accompagnent? Alors là, j'ai apporté le livre de Jean-Paul Dubois, dont le titre est Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, je crois. Bon, je ne l'ai pas commencé, donc je ne peux pas vous dire, mais ce livre m'attire. Bon, d'abord, j'ai envie beaucoup, on en parle beaucoup, et donc c'est aussi intéressant pour moi, auteur, de comprendre pourquoi on parle d'un livre. Mais parfois, je suis très déçue, hein, mais là, je ne sais pas, quelque chose me dit qu'il y a un humour, une légèreté et en même temps une profondeur, c'est-à-dire il arrive à manier les deux strates avec Jean-Paul Dubois qui devrait me plaire. Donc ça, c'est le livre du moment. Maintenant, j'ai lu il y a quelques jours, enfin, il y a vraiment très peu de temps, Un autre tambour, qui est un livre de William Melvin Kelly, qui est un auteur américain qui est mort aujourd'hui, qui a publié ce livre en 1962, en plein mouvement des droits civiques, et que j'ai trouvé totalement créatif, d'une très grande originalité, qui raconte l'histoire d'une petite ville imaginaire dans le sud des États-Unis, en 1957, dont tous les habitants noirs vont partir du jour au lendemain en prenant leurs bagages. Et donc c'est vu à travers les regards des Blancs, et donc ça pose la question raciale, le problème racial aux États-Unis, avec une intelligence et donc un certain humour très étonnant pour l'époque. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est de voir que ça fait écho, alors que c'est un livre qui est sorti en 62, ça fait écho au problème racial aujourd'hui de manière assez percutante. Donc ça, c'est pour ceux qui... Enfin, c'est des exemples de ceux qui m'ont accompagné récemment. De façon plus contemporaine, pour qui vous seriez prêt à attendre l'ouverture d'une librairie pour acheter le nouveau livre de... Personne, peut-être, hein, Bah, ou plusieurs, hein. Mais là, c'est vrai que c'est difficile de vous répondre, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs que j'apprécie. Bon, en plus, je serais prête à ouvrir aussi une librairie pour les premiers romans, hein, qui sont à chaque fois des voix. On a fait des découvertes extraordinaires, et ça, c'est très palpitant. Maintenant, cette année, je vous en ai dit un mot dans la voiture, par exemple, j'ai lu un livre qui m'a complètement emporté de Guillermo Arriaga, qui s'appelle Le Sauvage. Quand je lis ce type de roman, oui, ça me donnerait bien envie d'ouvrir une librairie. Mais j'ai des goûts très éclectiques. Le livre d'Olivia de Lamberterie, je l'ai adoré aussi. Il m'a parlé, il m'a touché profondément. C'est quand même elle arrive à parler de la mort de son frère, du suicide de son frère, en y mettant une vie exceptionnelle, sans nier le chagrin. Enfin, bon, donc c'est vraiment un tour de maître qu'elle réussit là avec ce livre. Bon, mais j'ai vraiment des goûts très ouverts, de tous les continents, je dirais, de toutes les époques. J'adore, en ce moment, je suis en train de relire, parce que je m'en suis moi-même donné l'envie, parce que je le cite dans Les Guerres intérieures, mais j'ai eu envie de relire Bulgakov, donc je suis en train de relire, et j'ai découvert du coup des nouveaux textes de Bulgakov. Donc voilà, classique, moderne, il y a 1000 raisons d'ouvrir une librairie ou de la tenir, parce qu'il y a 1000 facettes dans la littérature, et vraiment on peut être happé aussi bien, moi je peux être happé aussi bien par un policier que même probablement par, j'en lis rarement, mais de la SF ou de la fantasy, parce que certains sont des livres formidablement bien faits. Bon. Voilà. Mais toujours la fiction. Est-ce que vous pourriez, vous savez, il y a ce qu'on appelle la non-fiction novel dans un bon français, enfin, littérature non fictionnelle, si vous voulez. Oui. Est-ce que
pourriez être tenté par des aventures de cette sorte. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes fondamentalement... Non, moi, moi, en tant qu'auteur, pour moi, c'est la fiction. J'aime inventer des histoires. Alors, l'autofiction ne m'a jamais effleuré l'esprit. Oui, j'aime inventer des histoires, inventer des personnages, les voir se créer, se construire, prendre leur indépendance. C'est ça qui me plaît, vraiment. Et est-ce que vous avez l'angoisse de la page blanche? Est-ce qu'il vous arrive régulièrement de vous dire « je vais peut-être plus y arriver ». L'angoisse de la page blanche, non, mais l'angoisse du livre blanc, si on peut dire ça, oui. C'est-à-dire qu'à la fin de après chaque roman, l'inspiration, c'est tellement mystérieux. Je me demande toujours, est-ce que ça va se reproduire, en fait? Alors, vous voyez, pour le moment, ça se reproduit. Mais voilà, il y a ce moment de latence, où on vient de sortir un livre, où on a des idées qui nous traversent, des pensées, des thématiques, mais on n'est pas sûr que ça va... Enfin, on peut douter. Est-ce que ça va prendre forme? Ça sera ma dernière question. Quand vous sortez un livre, vous vivez pleinement sa sortie ou au contraire, vous essayez déjà d'être dans l'après pour justement ne pas être trop envahi par les sentiments, les émotions de celui que vous venez de sortir? J'aimerais bien parce que ce serait plus simple. Mais non, je suis complètement envahie par les sentiments et les émotions. Et non, je suis vraiment concentrée sur la sortie de ce livre. Et c'est pour ça d'ailleurs probablement que c'est d'autant plus difficile de se projeter et qu'il y a cette petite angoisse qui de temps en temps me traverse. Est-ce que je vais trouver mon prochain sujet ou un mot qu'on n'aime pas tellement tous les deux, mais bon, ma prochaine histoire. Parce que je suis trop attachée encore à ces gens-là, à cette histoire-là, à ce livre. Non, j'ai besoin de l'accompagner pleinement. Alors, il est déjà plus de 8 heures, pour l'essentiel, on va vous laisser avec vos lecteurs, notamment quand vous allez dédicacer tout à l'heure, c'est juste derrière les gradins, là. Mais enfin, quand même, on a le droit à quelques questions dans le public qui souhaitent... poser des questions, faire des réflexions, même agréables, à Valérie Tonkong. Voilà un monsieur qu'en bon français j'appelle un usual suspect. Je vous écoute, monsieur. Juste une chose, si vous le permettez, pardon, c'est grossier de ma part, mais comme on est très en retard, Pichoun. Voilà. Je suis très heureux de vous rencontrer. D'abord, c'est simplement, je voulais vous faire une remarque qui, je pense, m'a touché profondément dans ce que vous avez dit. C'est que vous avez une approche, un toucher délicat qui permet, par une approche à cœur et à tête, à laisser à votre lecteur cette liberté de choix. Et cette liberté de choix, c'est ni plus ni moins que je suis ouvert par mon cœur à accepter l'autre, à accepter l'universalité des choses, comme vous l'avez dit, qui, je pense, pour ma part, je trouve très juste. Et simplement pour finir, pour être très court, ce qui m'a amusé, c'est la réflexion que vous avez faite sur votre grand-père, en disant qu'il éclairait la nuit, et en fin de compte, c'est ce que vous faites, et c'est une belle chose. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci beaucoup, je suis très touchée. Allez, encore une autre, quelqu'un, un candidat. Monsieur le maire, on ne vous a pas entendu. Vous êtes pas en réserve électorale, hein, là, ce soir. Vous avez tout à fait le droit de poser des questions. Non? Ah, allez, quand même. Non, c'était pas... Bonjour, tout d'abord, merci d'être là. C'était pas vraiment une question, c'était tout à l'heure, je vous ai écouté, je me demandais, quand vous parliez au sujet de votre dernier ouvrage, de la lâcheté, je me disais, qu'est-ce qu'on a vraiment, je pensais que vous aviez assez raison, qu'on était tous, à un moment ou à un autre, lâches. Alors, la lâcheté, ça varie, ça peut être une petite chose, une grande, un truc honteux, ou quelque chose de très banal. En revanche, je me disais que sur le courage, je n'étais pas aussi optimiste que vous, et que je me disais pas que je n'avais pas l'impression que tout le monde était capable aussi facilement de courage. Et j'aurais aimé que vous nous disiez qu'est-ce qui vous rendait aussi optimiste sur le courage, finalement, en quoi est-ce que dans l'observation aiguë que vous avez
les temps actuels, vous avez trouvé matière à vous dire que le courage était quelque chose d'assez répandu, même de quasi universel. Oui, merci de votre intervention. En fait, tout dépend de la définition qu'on donne au courage. Bon, là, tout à l'heure, je faisais surtout un pendant avec, effectivement, ces actes ces moments de faiblesse où on va tourner la tête. Dans cette optique-là, c'était plutôt une vision générale du courage, c'est-à-dire c'est le courage où c'est aussi, donc comme je disais tout à l'heure, la générosité, où c'est en tout cas une attitude qui vise à réparer ou à compenser quelque chose. Mais malgré tout, c'est très intéressant de soulever cette question-là, parce qu'effectivement, qu'est-ce que le courage ? C'est en essayant de définir ça qu'on peut regarder en quoi on est courageux, plus ou moins courageux. Bon, d'abord, il y a, comme pour la lâcheté, c'est une question c'est pas un état. On n'est pas courageux ou lâche. C'est une question de contexte qui fait qu'à un moment donné, on va avoir un acte ou une décision qui va aller dans un sens ou dans l'autre, mais j'ai plutôt envie de dire, parce que dans le livre, en fait, la question se pose à un moment donné, et un des personnages se pose la question, qu'est-ce que c'est que le courage ? Et parmi les réponses, celle qui va ressortir, c'est que le courage, ça serait d'apprendre à vivre avec l'incertitude. Et que donc, ça déjà, effectivement, c'est une forme de courage. C'est une forme de courage parce que ça veut dire qu'on va trouver en nous suffisamment de force pour avancer sans qu'on nous donne à l'avance, enfin sans qu'on soit assuré de ce qu'on aura, de ce qu'on va trouver. Donc c'est tout simplement apprendre à vivre le risque. Et donc un des personnages dit, enfin Amy, la jeune femme, dit à un moment donné, vivre est un risque. Et oui, et donc je crois que oui, c'est ça. Ça, c'est une définition possible du courage au sens large. Et si je la croise avec cette idée qu'on n'est jamais dans un état, mais dans un moment, eh bien, oui, par moment, c'est ça, faire preuve de courage, c'est apprendre c'est prendre un risque en affrontant l'incertitude d'une situation, d'une décision, etc. Valérie Tonkong, on s'est aimé comme on se quitte. Ayons le courage de nous quitter désormais. On se retrouve, enfin pour ce qui vous concerne, pas trop, avec vos lecteurs juste derrière là, pour dédicacer vos ouvrages. Je vous remercie d'être venu ouvrir cette saison qui se poursuivra le mercredi 13 novembre prochain, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le mercredi 13 novembre, vous vérifiez. Oui, on me fait signe que c'est bien ça. Et nous allons recevoir quelqu'un que vous aimez beaucoup, je crois, qui est une des écrivaines. Vanessa Dumas sera contente, encore une femme, il n'y a plus que des femmes. Une des écrivaines phares de cette rentrée, Monica Sabolo, qui vient de publier aux éditions Gallimard son nouveau roman Éden. Voilà, ça sera un moment littéraire qui sera sans doute tout aussi intense que celui que nous venons de vivre avec vous, Valérie Tonkong. Il y a 20 ans, on s'était rencontrés, c'était un peu différent, mais je vous propose qu'on n'attende pas 20 ans. J'en suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup, merci à vous tous.